Bonjour, je m'appelle Caroline et je suis maman d'une jeune fille de 13 ans qui croyait être trans il y a à peu près un an et demi. Pour donner un petit peu de contexte, j'habite dans le sud de la France et je suis partie vivre aux États-Unis il y a plus de 20 ans. C'est là que ma fille est née, à San Francisco. Et il y a à peu près 2 ans et demi, mon époux et moi-même, nous avons décidé de revenir en France. Ma fille est rentrée en sixième, hein. Donc pour elle, c'était une période un petit peu charnière, puisqu'elle rentrait en sixième. Elle changeait de pays et en plus, elle rentrait dans la puberté. C'est le moment où elle a eu ses premières règles. Et c'était une période très difficile pour elle, un petit peu pour nous aussi, puisqu'il y avait tous ces changements qui arrivaient au même moment. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du genre. Nous sommes des femmes, militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnés à la gentillesse et touchés par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Donc moi, je n'avais aucune idée de ce qu'était le mouvement transgenre avant de n'y être plongée dedans à cause de l'expérience de ma fille. En fait, j'habite à San Francisco, c'est une ville très libérale. Il y a beaucoup de personnes qui sont en transition là-bas. Je travaille toujours pour une boîte de la Silicon Valley. Dans ce style de boîte, on peut choisir son pronom, le pronom qu'on a sur sa carte quand on arrive au bureau. Il y a des toilettes pour les hommes, il y a des toilettes pour les femmes, il y a des toilettes pour les gens non binaires. J'ai moi-même travaillé avec une personne qui était en transition, qui était un homme au début et qui petit à petit s'est transformé. Il n'y avait aucun problème et je n'ai toujours aucun problème avec les personnes qui sont transgenres. Par contre, ce qui est arrivé à ma fille, donc mon expérience en tant que mère, m'a complètement bouleversée. Et je dirais que ce qui est arrivé à ma fille, ça m'a vraiment permis de creuser dans ce dossier et de comprendre exactement ce qui se passait parce que j'ai fait des recherches, parce que je comprenais pas ce qui se passait et aussi parce qu'en fait, je me suis rendu compte que mon instinct me disait d'agir un petit peu contre le courant et contre ce que me disaient pas mal de gens, dont des amis autour de moi. En 2021, c'est quand ma fille, en fait, le corps de ma fille commence à changer. Elle a ses premières règles. Elle se transforme, elle commence à avoir la poitrine. Comme je l'ai dit, elle rentre en sixième. Elle a du mal à se faire des amis. Elle est dans un nouveau pays, une nouvelle ville, etc. Et elle vit très mal tous ces changements. Moi et mon mari, de notre côté, on a beaucoup de travail à cette époque et on passe beaucoup de temps le soir à bosser. Et notre fille se retrouve un petit peu toute seule. Elle passe beaucoup de temps sur son iPad, en fait, à faire des recherches. En tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. On lui a bien entendu dit qu'elle ne pouvait pas aller sur YouTube et elle y va quand même. Et en fait, elle va aussi sur un site de musique qui s'appelle SoundCloud pour télécharger de la musique et écouter de la musique. Et là, on s'est rendu compte de tout ça après. Elle fait quelques rencontres de gens qu'elle ne connaît absolument pas. Et elle échange en particulier avec une personne qui se dit trans. Donc, on pense que là, c'est là où tout commence en fait. Elle échange avec cette personne et puis on ne sait pas trop ce qui se dit. Mais toujours est-il que un jour, j'ai une discussion avec elle et là, elle m'avoue qu'elle se sent mal dans son corps, ce que je comprends tout à fait. Je lui dis que moi, à son âge, je me sentais mal dans le mien aussi. Et elle me dit de but en blanc qu'en fait, elle n'aime pas être une fille, hein, et qu'elle préférerait être un garçon.
Et donc, ça, c'est la première étape, en fait. Et là, je me dis qu'il y a quelque chose qui va pas très bien. Et comme elle a des idées noires, qu'elle se renferme de plus en plus, je contacte une amie à moi, à San Francisco, qui est psychologue, et qui me dit que si elle a vraiment des idées noires et qu'elle se dit préférer être un garçon, il faudrait quand même la prendre au sérieux parce que elle, c'est mieux que quiconque qui elle est et quelle est son identité sexuelle. Entre-temps, ma fille part à San Francisco pendant 2 semaines. Donc là, c'était les vacances d'été, donc à la fin de la sixième. Et elle part voir sa meilleure amie à San Francisco, qui se trouve être la fille de la personne à qui j'ai parlé, ma meilleure amie. Elle passe 2 semaines là-bas, elle ne nous contacte pas fréquemment, moi et son père. Et puis au retour, on la trouve encore plus déprimée que quand elle est partie. Et on ne comprend pas pourquoi. Et là, je recontacte mon amie chez qui ma fille est restée, qui me dit que effectivement, elle a remarqué que ma fille était un petit peu déprimée, qu'il y avait plein d'activités qu'elle aimait faire avant, qu'elle n'aime plus faire, etc. Entre-temps, je reprends le dialogue avec ma fille ainsi qu'avec mon mari. Et là, on s'aperçoit qu'elle a changé son pseudo sur SoundCloud et qu'elle a masculinisé son pseudo. Elle est de plus en plus déprimée. Et lorsque mon mari constate qu'elle a changé son pseudo, il interpelle ma fille et il lui dit de but en blanc que c'est pas quelque chose qu'il va accepter, qu'elle doit reprendre son pseudo féminin, enfin celui qu'elle avait avant. Et là, je vois que c'est une expérience difficile pour ma fille et comme je suis de plus en plus inquiète à son sujet, en fait, je vais dans son journal et je lis ce qu'elle a écrit dans son journal. Et là, on s'aperçoit avec mon mari, parce que lui lit aussi, qu'elle pense que son père est transphobe. Et là, on découvre un petit peu toute une vie qu'on n'avait pas soupçonnée. En fait, elle se dit trans. Donc, elle dit qu'en fait, elle voudrait être un garçon, que ses parents sont transphobes, qu'elle aimerait mourir, que sa famille ne la comprend pas et que elle souhaiterait en fait disparaître et nous quitter parce qu'en fait, ce qu'elle vit est trop dur. Quand je découvre tout ça, en fait, j'ai très peur. J'ai très très peur parce que j'ai vraiment l'impression que ma fille a des idées suicidaires et je la reconnais pas dans ce qu'elle écrit. Donc, je reparle à mon ami qui est psy à San Francisco et là, mon ami me dit que je devrais aller voir un psychiatre, que chez les enfants qui sont trans, le risque de suicide est très élevé et qu'elle peut m'orienter, si je veux, chez un psychiatre qui comprend les trans et qui pourra l'aider. Donc, je l'écoute, je lui fais confiance parce que c'est une amie, elle est psy, mais en fait, avec mon mari, on parle beaucoup et on décide de pas aller dans cette voie-là. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence à faire beaucoup de recherches. J'ai passé énormément de temps sur Internet et je tombe sur le livre de Céline Masson, La fabrique de l'enfant transgenre. Et je dois dire que c'est en fait ce livre qui nous a sauvés, qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qui se passait. C'était vraiment le premier livre avec un esprit critique sur la situation qui me faisait comprendre qu'en fait mon instinct de mère et mon instinct de femme n'étaient pas tout à fait à côté de la plaque. Il y avait effectivement quelque chose de complètement fou qui était en train de se passer. Et même si mon amie à San Francisco me disait que si ma fille pensait être trans, elle l'était déjà, je savais que ça résonnait faux et que je devais avoir un esprit beaucoup plus critique par rapport à tout ça. Donc je lis le livre de Céline Masson et en fait, je la contacte. Je la contacte parce que je sens que c'est la bouée de secours et que c'est elle qui va pouvoir m'orienter vers une porte de sortie et vers des solutions. Je la contacte et elle me répond. Et là, je comprends que c'est une femme formidable qui comprend tout à fait la détresse dans laquelle certains parents se trouvent hein, et la gravité de la situation dans laquelle on se trouve dans notre société. Elle me donne le nom d'une association, Hippomonie, que je contacte et là, je commence à me mettre en relation avec des parents et je comprends qu'en fait, le phénomène est énorme puisqu'il y a tellement de familles en France et de par le monde qui sont confrontées au même problème. Tellement de familles et bien sûr tellement d'enfants et tellement d'ados. Céline Masson me donne aussi le nom d'un psychiatre
que je pourrais contacter. Je le contacte, la personne n'est pas disponible, il me donne le nom d'un autre psychiatre à côté de là où j'habite. Ce psychiatre n'est pas disponible avant des mois, mais en fait, je suis tellement anxieuse à ce moment-là et je me fais tellement de soucis que j'arrive à avoir un rendez-vous en urgence avec lui. Et c'est là qu'on a décidé d'amener notre fille. Entre-temps, j'ai fait plein d'autres lectures, évidemment, puisque à partir du moment où j'ai lu le livre de Céline Masson, ça m'a conduit vers d'autres lectures. J'ai aussi parlé aux parents sur hypomonie qui m'ont orienté vers d'autres pistes. Un autre livre que j'ai lu, c'est le livre d'Abigail Schreier, Dommages irréversibles, qui m'a aussi ouvert les yeux sur le phénomène, que ce soit aux États-Unis ou de partout dans le monde. Et donc, les choses se passent. Ma fille est toujours aussi déprimée. Mais le jour où on doit la mener chez le psychiatre, en fait, j'éclate. L'abcès se perce, en fait, parce qu'à partir du moment où on doit la mener chez le psychiatre, elle nous demande évidemment pourquoi. Et là, c'est comme si en fait, tous les efforts que j'avais faits pour me retenir sur le sujet sont réduits à néant et je lui dis véritablement ce que je pense. Et je lui dis qu'en fait, toutes ces vidéos qu'elle a vues sur YouTube, parce qu'entre-temps, avec mon mari, on s'est aperçu qu'elle était tombée sur des influenceurs sur YouTube, des influenceurs trans américains, qui en fait lui avaient fait une espèce de lavage de cerveau. On s'est aussi rendu compte, entre-temps, que ce qu'elle écrivait sur son journal, hein, c'était un petit peu comme un script, et que ce script venait directement de ce qu'elle entendait sur Internet, de la bouche de ses influenceurs et de toutes les autres vidéos qu'elle avait pu regarder. Donc en fait, c'était plus notre fille, c'était comme si elle était sous l'influence totale de ce qu'elle avait entendu. En fait, les influenceurs portent tout à fait bien leur nom, hein. Ils sont là pour Tout à fait influencer des personnes influençables. Cette mode des influençable. influenceurs, je ne comprends même pas qu'on puisse regarder des influenceurs. C'est-à-dire que quand une personne, Je elle sais, annonce la ouais, couleur, elle annonce je suis un influenceur ou une influenceuse, mais pourquoi tu regardes ça? Du coup, tu as envie d'être influencé. C'est c'est bizarre quand ça même, le hein. terme lui-même, hein. Le C'est terme, ça, le terme lui-même et ce qu'il indique est tout à fait au moins, absurde. ils annoncent la couleur. de manière. Oui, c'est vrai, ouais. Du coup, juste avant de l'amener chez ce psychiatre, c'est comme une espèce de crise et un abcès qui est percé. Et je lui dis que tout ce phénomène dans lequel elle est tombée, c'est des bêtises que ces influenceurs qu'elle a écoutés, et je m'excuse pour mon langage, mais c'est des connards et des petites merdes qu'il ne faut absolument pas qu'elle les écoute, que tous ces problèmes de mal-être vont pas être réglés en prenant de la testostérone ou en mutilant son corps et qu'en fait, c'était non. Et qu'on l'a menée chez un psychiatre pour qu'elle puisse parler de tout ce qui se passait. Donc, on l'a menée un soir à 8 heures, je me rappellerai toute ma vie, chez ce psychiatre qui a bien voulu nous recevoir et qui ensuite euh, l'a prise toute seule pendant à peu près 5 séances. C'était des séances qui étaient dures pour ma fille. J'y ai pas assisté. Mais d'après ce qu'elle me disait et d'après ce que lui nous a dit, hein, ensuite, c'était terriblement difficile pour elle de parler. C'était un vrai psychiatre, c'est-à-dire pas forcément quelqu'un qui allait dans le dialogue, mais en fait, il s'est aperçu au bout de 5 séances que elle n'avait pas de problème spécifique, c'est-à-dire qu'elle passait par une phase de déprime, mais c'était pas quelqu'un elle n'était pas dépressive, il voyait pas des problèmes d'autisme ou d'autres problèmes psychologiques graves. Donc, on a eu une réunion pendant laquelle on a discuté, mon mari et moi, sans ma fille, parce qu'on pensait que ça serait un petit peu trop difficile pour elle, pendant laquelle il nous a dit que il pensait que c'était en fait un moyen pour elle. Donc, ce phénomène et cette transidentité, de se forger une identité à un moment où dans sa vie, elle avait besoin justement de se créer une identité, que ce soit une identité sexuelle ou une identité dans un nouveau pays, dans une nouvelle école et dans un nouveau corps. Donc, en fait, selon lui, c'était une réaction de défense finalement à un monde qui était trop changeant. Donc, ça lui donnait le sentiment peut-être de décider. Voilà, c'est ça, oui, exactement. Ouais, c'était un petit peu une bouée de sauvetage en quelque sorte.
et un moyen de se forger une identité, puisqu'elle est en train vraiment de se chercher. Entre-temps, j'ai aussi mené ma fille chez une psychologue pour faire une évaluation complète. Je voulais avoir en fait, comme j'avais un petit peu peur après tout ce qui s'était passé, je voulais avoir l'avis d'une seconde personne qui était une psychologue. Donc, ma fille a suivi plusieurs sessions avec cette personne et là encore, on nous a dit, enfin, elle nous a dit que tout allait bien, qu'en fait, tout allait bien ou tout n'allait pas si bien dans le sens où quand on devient adolescente, les choses sont difficiles et qu'il est normal de passer par des périodes bah, de déprime, voire de dépression, de remise en question. On se cherche à l'adolescence. On se rappelle toutes en tant que femme que c'est pas une période facile, hein. Tout ça m'a permis d'avoir une discussion avec ma fille à propos des règles, à propos de son corps, comment s'accepter. Ma fille m'a d'ailleurs posé une question, elle m'a dit, mais combien de temps ça t'a pris pour que ça aille mieux et pour que tu acceptes ton corps? Et là, j'ai eu un petit peu menti parce que je lui dis que ça avait pris 1 an, 2 ans, voire 3, mais en fait, ça m'a pris beaucoup plus longtemps quand j'y repense. S'accepter, devenir femme, c'est difficile. S'accepter, c'est difficile. Accepter le regard des autres sur soi, c'est difficile. Trouver sa sexualité, c'est super difficile. Faire face à ses désirs, etc., c'est un challenge. Et je pense qu'on peut pas, ce que proposent les influenceurs trans, ce que propose en fait ce mouvement, enfin pas ce mouvement, mais certaines des solutions qui sont proposées dans ce mouvement, c'est une solution rapide hein, à ce problème d'acceptation du corps féminin en particulier, puisque je pense qu'il y a plus de transitions de femmes qui veulent devenir garçons que l'inverse. Oui, oui, il y en a beaucoup Et plus. Il y a à peu près 3 fois plus, voire 4 fois plus de filles qui transitionnent que de garçons à l'adolescence. voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est facile hein, d'être un garçon, parce qu'il y a aussi beaucoup de changements dans son corps, mais je pense que être une femme vient avec des difficultés particulières. Donc, j'ai pu parler à ma fille de tout ça. J'ai pu me rappeler de tout ce que ça avait signifié pour moi. Et j'ai compris qu'en fait, les influenceurs proposaient sur Internet une espèce de solution rapide du genre, tu te sens mal dans ton corps ou t'aimes pas ton corps de femme, tu penses que tu serais mieux si t'étais garçon, ah ben ça veut dire que t'es trans. Et je pense que c'est sur ça que ma fille est tombée. Elle est tombée dans ce piège-là. Et en fait, pour elle, ça représentait une solution au problème qu'elle était en train de vivre. Et je suis persuadée, après avoir parlé à d'autres personnes et après avoir lu tout ce que j'ai lu, que ça se passe dans de nombreux cas où les filles se sentent mal dans leur corps, où elles ont du mal à s'accepter, à accepter le regard que les hommes même posent sur elles, et elles se disent qu'elles sont trans et qu'en fait elles seraient mieux si c'était des garçons. Oui, c'est quelque chose que la société nous dit tout le temps. De toute façon, être un garçon, c'est mieux qu'être une fille. Il y a ça. Et puis on nous a aussi, je pense que le mouvement MeToo, avec tout ce qu'il a eu de positif, a peut-être eu aussi un effet pervers dans le sens où ça fait peur d'être une femme. Parce qu'en fait, les hommes sont des prédateurs et c'est des prédateurs dont il faut faire vraiment très attention. Donc être une femme, c'est encore plus difficile. Je suis pas trop d'accord avec ce que tu dis. On va en discuter parce que, en fait, MeToo n'a fait que mettre en évidence des choses qui existaient. Donc, est-ce que la Oui, oui, tout à parole fait. est dangereuse ou est-ce que c'est pas plutôt les violences masculines qui sont dangereuses? Non, 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 je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense pas que la parole est dangereuse. Au contraire, je pense que ce mouvement a permis à plein de vérités de surgir et à libérer la parole des femmes. Mais je pense qu'il y a peut-être eu un effet pervers Oui, dans le sens anxiogène. où les ados n'ont pas réussi à filtrer véritablement l'information et à comprendre exactement ce qui se passait. Et peut-être, alors ça c'est ma théorie à moi, peut-être qu'en fait, il y a cette espèce de peur d'être femme et peut-être que c'est ce message que certaines ont en fait reçu après avoir entendu parler de tout ce qui s'était passé dans ce mouvement. Voilà, Oui. Après, moi, je pense qu'on peut aussi compléter par rapport à tout ce que tu dis. Il y a probablement un élément que l'on a aujourd'hui qui n'existait quand même pas du tout dans ces mêmes proportions quand c'était notre tour d'être des adolescentes.
C'est la pornographie qui aujourd'hui est absolument présente partout. On a des jeunes filles qui sont en permanence jugées, notamment par les garçons de leur âge, Oui, avec des critères épouvantablement misogynes. Et je pense que ça implique un rejet de leur corps parce qu'elles veulent pas être ces filles-là, quoi. Celles qu'on maltraite dans ces vidéos. tout à fait. Oui, 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 j'en suis persuadée. Ouais. Personnellement, je pense pas que ma fille ait vu de la pornographie puisque son père a réussi à retrouver tout ce qu'elle avait visionné sur le iPad. Dans son cas, c'était vraiment des vidéos sur YouTube d'influenceurs. Oui, alors bien sûr, après, il y a ce qu'on visionne nous-mêmes volontairement, mais il y a aussi le fait que ça imprègne la société. Je veux dire, elle va à Oui, bien l'école sûr, avec des garçons qui, eux, regardent tout à fait. quotidiennement, probablement, ces images-là. Et même si elle les regarde pas, Probablement. malheureusement, on ne peut pas échapper à ça. C'est un cancer, en fait, hein, la pornographie aujourd'hui. Et les premières victimes, c'est vraiment les jeunes, et notamment les jeunes filles. Mais même les jeunes garçons, hein, qui sont complètement Tout à tétanisés fait. par Oui, oui, ces bien images. sûr. C'est ce qu'on appelle un viol psychique, en fait, hein. Tout à fait. Ouais. Donc forcément, ça impacte aussi l'estime de soi des jeunes filles et leur non-désir de devenir des femmes. C'est pas pour Des autant femmes. qu'elles veulent devenir des garçons, en fait. C'est juste qu'elles veulent échapper à ça. Tout à fait. Ouais. Bref, on va poursuivre. Donc, comment va ta fille, finalement? Parce que là, on était dans ton parcours Oui, oui. aujourd'hui. Donc, ma fille va beaucoup mieux. Elle va bien. C'est une ado. Donc, elle a des hauts et des bas, évidemment. Mais non, elle va beaucoup mieux. Elle a réussi à se faire des amis à l'école. Elle a réussi à plus ou moins à accepter son corps. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que qu'elle aime son corps, qu'elle s'adore et qu'elle voilà, qu'elle se trouve magnifique, etc. Loin de là. Mais par contre, il y a une nette amélioration et progression par rapport à il y a 2 ans, ou même 1 an et demi. On est sur la bonne voie. Par contre, on n'a plus jamais reparlé du sujet parce que l'épisode a été, je crois, traumatisant. C'est quelque chose que je regrette et j'espère que je vais pouvoir en reparler avec elle. Quand je m'exprime sur le sujet, il y a quelque temps, je parlais de ce sujet avec ma nièce, justement. Et donc, ma fille était à côté. Alors, je cherche pas à cacher mes idées. Je suis complètement honnête et ouverte par rapport à ce que je pense parce que je pense vraiment ce que je dis et je veux pas que ma fille ne sache pas ce que je pense. Mais on n'a jamais eu de dialogue à propos de ce qui s'était passé chez elle. Mais c'est peut-être un peu trop tôt, tout simplement, hein. Je veux dire, il y a des âges où tu peux revenir sur des choses qui se sont passées. Tu peux soigner des plaies, même longtemps après, en fait. Je pense que c'est pas Ouais. parce que dans l'année qui suit ou dans la semaine qui suit, ben, vous n'avez pas forcément complètement épuisé le sujet que vous ne pourrez pas revenir dessus. Au contraire, je pense. Parce que c'est quelque chose d'important. Mais quand même, à l'occasion, je pense que le jour où vous ferez ça, essaye d'aller dans cette direction de la question de son exposition au porno. Parce que vraiment, moi, je pense qu'il y a probablement un truc à creuser aussi. Je trouve que notre société ne sait pas protéger les enfants, leur fait des Non, non, violences. mais tout à fait. Bon, pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour les droits des femmes, pour les enfants, pour la société, ou même carrément pour la démocratie? Tu développes les axes que tu veux. Je pense que c'est une idéologie qui, comme la plupart des idéologies, est fondée sur des mensonges et sur une manipulation des définitions et de la terminologie, donc autour des termes sexe et genre. Quand on sait qu'en fait, les activistes trans prétendent que le sexe de chaque personne est assigné à la naissance. C'est ce qu'ils disent. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Le sexe, c'est quelque chose qui est biologique. C'est dans l'ADN. Il n'y a pas de discussion à ce sujet. Donc, dire que le sexe est assigné à la naissance, c'est une bêtise qui est avalée par un nombre très, très important de personnes qui tombent dans cette idéologie. Moi, je pense que le sexe, c'est biologique. Le genre, c'est autre chose. Je veux dire, de tout temps, même quand on remonte des siècles en arrière, il y a eu des hommes qui étaient plutôt efféminés
et qui exprimaient leur féminité en se maquillant, en s'habillant de manière plus féminine que masculine. Moi, je me rappelle dans les années 80, il y avait des groupes de musique comme Indochine. Les mecs se maquillaient, ils exprimaient leur féminité de plein de manières possibles. Donc, je veux dire, son genre, on peut l'exprimer comme on veut. Si on se sent plus féminin, on peut l'exprimer de manière féminine. Et quand on est fille, on peut se sentir un peu masculine. Je pense que dans chacun d'entre nous, en fait, il y a un côté masculin et il y a un côté féminin. Et je pense qu'il est important de cultiver les deux aspects de sa personne sans en fait sombrer dans ce que j'appellerais des clichés. Enfin, moi je pense que, en fait, les féministes pensent qu'en tant que femme, on peut faire pratiquement tout ce que font les hommes, mais en restant femme, c'est-à-dire on a un sexe féminin, mais on peut, voilà, s'exprimer librement et approfondir notre côté masculin si on a envie de l'approfondir. Et ça devrait être la même chose pour les hommes. Ils devraient pouvoir explorer le côté féminin de la personnalité comme ils le souhaitent. Et je pense que ça, c'est une approche qui est saine, parce que dans chacun d'entre nous, il y a du masculin et il y a du féminin, et il faut explorer ces deux aspects de sa personnalité. En tant que féministe, je vais intervenir. En fait, les féministes, bon, il y a beaucoup de courants dans le féminisme, hein, donc il y a beaucoup de façons de dire les choses, mais ce que disent les féministes radicales, c'est que notre sexe ne doit pas déterminer notre vie et que, Oui. il n'y a pas de qualité masculine ou de qualité féminine, il y a juste des qualités humaines et que, on doit pouvoir s'épanouir dans le sens de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait plaisir. De la même façon qu'il n'y a pas d'activité masculine ou d'activité féminine. En revanche, il y a bien la biologie et la biologie qui dit ben, que il n'y a aucun enfant, jamais, aucun, zéro, qui soit né d'un homme, du ventre d'un homme. Ça n'existe pas. Et vouloir nous faire croire le contraire, c'est à la fois sidérant et un gros, gros mensonge. Voilà. Et par contre, ça veut pas, c'est pas parce qu'on a un ventre ou dans lequel on peut éventuellement faire des bébés qu'on doit le faire et qu'on doit aimer ça. C'est ce que disent les féministes. Non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, je suis pas d'accord avec toi, ou pas tout à fait d'accord avec toi sur un point. Je pense que en tant que femme, et pourtant enfin, je me considère comme étant quelqu'un de féministe, entre guillemets, mais je pense que les hommes et les femmes ont des qualités différentes. Et je pense qu'il y a certaines qualités qui sont typiquement féminines et qu'il faut reconnaître, accepter et surtout aimer. Par exemple, on parle souvent de l'instinct féminin. Je ne pense pas personnellement que dire que les femmes ont un instinct qui est plus fort que les hommes, ça soit non féministe. Je pense que c'est vrai. Et je pense qu'il y a plein de qualités comme ça qui sont propres aux femmes, qu'on peut découvrir et qu'on peut aimer et cultiver parce qu'elles sont effectivement propres aux femmes. Ça ne veut pas dire que les femmes sont inférieures aux hommes ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire qu'en fait, chaque sexe peut avoir des qualités qui lui sont propres et qu'il est bon, en fait, de les accepter et de les cultiver et de les apprécier. Ça, c'est mon avis. Ça remet pas en question le fait que les femmes peuvent faire tout ce que les hommes peuvent faire et vice-versa. Oui, après, les féministes peuvent dire aussi, effectivement, cette question de l'instinct, par exemple, d'être capable de réagir vite, etc., c'est aussi des qualités qu'on a développées face aux agressions masculines, en fait. Savoir Oui, à quel moment tu peux te sentir en danger, ben, c'est des qualités qu'on a été malheureusement obligés de développer parce que malheureusement, dans notre société, dans toutes les sociétés, ben, en fait, les femmes doivent apprendre à survivre aux violences et notamment aux violences masculines, hein. Bon, voilà, donc oui, ou bien protéger leur enfant aussi. protéger leur enfant, oui, mais clairement le lien qui se crée quand on materne un enfant nous développe, je dirais, des qualités qu'on n'a pas forcément tant qu'on n'a pas cet enfant. C'est aussi parce que ben, l'enfant dépend de nous et qu'on a besoin absolument de garantir sa sécurité. Mais je Oui, pense tout à fait. Ce qu'on appelle euh, l'instinct maternel. voilà, on appelle ça de l'instinct. Je pense que c'est plus quelque chose qui va être lié au fait de materner.
y compris un père qui serait extrêmement présent auprès de son bébé aurait, à mon avis, les mêmes qualités. Par exemple, ressentir ben, qu'il a faim ou qu'il a besoin d'être changé, etc. C'est probablement lié à la... Alors, je sais pas, je suis pas biologiste, hein, mais il y a, à mon avis, des échanges L'environnement. hormonaux, etc., qui font que on développe ces qualités-là, quoi. Bon, enfin bref, on va pas épiloguer là-dessus. Je pense que globalement, sur l'essentiel, on est d'accord de toute façon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que pour les ados, le danger, c'est de croire que, en fait, devenir trans et donc prendre des hormones, subir des opérations chirurgicales peut apporter une solution rapide à son mal-être, surtout si l'ado en question a des problèmes psychologiques lourds. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut donner, c'est du temps à ses enfants et leur expliquer que devenir homme ou femme, c'est une transition donc de l'enfance vers l'âge adulte qui est lente, qui est difficile, mais qui en fait est à l'image de la vie. Il n'y a pas de pilule ni de solution miracle pour grandir et pour se développer, pour exister. Je pense aussi que l'idéologie trans est nuisible à la communauté gay, pas uniquement à nos ados ou à nos enfants, mais à la communauté gay, parce que d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai vu, il semblerait qu'il y ait de plus en plus de jeunes ados qui, en fait, aient peur d'avouer et même de découvrir leur homosexualité et qui préfèrent se dire trans parce que apparemment, ça serait devenu plus acceptable. Pour conclure, je pense que cette idéologie, c'est comme une drogue. C'est peut-être même une nouvelle drogue dans notre société, un mensonge qui fait croire que les adolescents ou même les adultes peuvent trouver une solution rapide à leur mal-être en changeant de sexe, même si on ne peut jamais changer de sexe. C'est une chose sur laquelle je pense qu'il faut insister. On peut prendre toutes les hormones du monde et on peut subir toutes les opérations du monde, on ne changera pas de sexe. Donc c'est un mensonge à la base. Et je suis en fait effarée, je suis atterrée et je suis dégoûtée par tout ce qui passe par cet activisme. Je tiens à dire que je ne suis absolument pas transphobe. Comme je l'ai indiqué au début de l'entretien, j'ai travaillé avec une personne qui est en transition. Je respecte ces personnes-là. J'ai de l'empathie pour ces personnes-là. Par contre, ce que je ne supporte pas, c'est le mouvement idéologique derrière ce phénomène qui souhaite influencer nos ados, nos enfants, et qui est un mensonge et qui est une aberration totale. Voilà. En fait, ce que tu dis, ça m'évoque, tu sais, la fameuse phrase de Karl Marx qui dit la religion est l'opium du peuple. On est dans une religion Oui, c'est ça. et le pire, Ouais. c'est qu'on est dans une espèce de religion ultra-libérale qui est, au lieu de changer les choses qui vont pas dans la société, allez, modifie ton corps. Qu'est-ce qui t'a décidé aujourd'hui à témoigner? Est-ce que tu te sens, par rapport au fait de témoigner, en danger ou pas du tout? Est-ce que tu te sens libre de parler? Alors, je n'ai pas peur de parler. Par contre, j'aurais peur de parler publiquement si mon nom, si mon adresse était divulguée parce que oui, je pense qu'il y a un danger à faire ça, étant donné qu'il y a des personnes dans ce mouvement qui sont extrémistes hein, et qui sont prêtes à tout. On l'a vu quand Céline Masson ou d'autres personnes se sont exprimées sur le sujet. Dans des lieux publics, elles ont été attaquées. Donc oui, je pense qu'il y a un danger à le faire. Par contre, non, je pense que de s'exprimer, c'est crucial. Il faut partager son expérience, il faut aider les autres parents qui vont peut-être passer par la même chose, qui sont déjà passés par la même chose. Donc en fait, il faut témoigner, il faut influencer les lois, il faut protéger nos enfants, il faut éduquer sur ce qui se passe vraiment. Voilà. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme? C'est pas vraiment une anecdote, mais je voudrais dire que lorsque j'ai visionné certaines des vidéos que ma fille avait regardées sur YouTube, donc des vidéos d'influenceurs transgenres, j'ai littéralement eu envie de vomir. Le contenu m'a dégoûtée. Et je pense que laisser ces influenceurs s'exprimer sur des plateformes hein, publiques, honnêtement, ça devrait être interdit parce que ce qu'ils disent peut vraiment mettre la tête d'un gamin à l'envers et vraiment faire un lavage de cerveau.
Et comme le nom l'indique, ce sont des influenceurs et ils ont beaucoup, beaucoup d'influence sur des jeunes, sur des gamins qui n'ont pas encore assez de jugeote pour se faire un avis critique sur ce qu'ils entendent. Donc, c'est pas une anecdote, mais vraiment, ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, certaines choses m'ont retourné le cœur. Tu veux développer, c'est quoi les choses que tu as vues? C'est des opérations, des choses Oui, comme alors j'ai ça, ou vu. plutôt de la manipulation? Oui, non, 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 j'ai vu, par exemple, c'est un influenceur américain. Donc, en fait, une fille qui était en train de prendre de la testostérone. Et en fait, les influenceurs font beaucoup ça. Ils se filment à des moments, mois après mois, pour montrer l'effet de la testostérone sur eux. Et j'ai vu donc une vidéo de cette fille qui s'était fait enlever les seins, donc qui montrait sur la vidéo. Et en fait, je me rappelle, il y avait sa mère qui était derrière dans la cuisine et qui avait l'air de penser que c'était normal de faire ça, qui était même fière. En fait, c'est ça, il donne l'image, cette image d'eux, qui en fait est peut-être pas du tout vraie. Ils sont bien dans leur peau, ils prennent ces hormones, ils se font lever les seins, ils sont tellement bien, ils sont tellement heureux, ils font vraiment, voilà. Et c'est cette image qu'ils projettent à travers des vidéos que peuvent regarder des gamins qui vont y croire et pensent que s'ils font la même chose, eux aussi vont être euphoriques, eux aussi vont se sentir finalement bien dans leur peau, ils vont avoir une solution à leurs problèmes. Je trouve ça dégoûtant, dégoûtant. Comment, quand on est parent, on peut être dans la cuisine d'à côté et écouter son gamin faire une vidéo comme ça sans se poser la question et sans se dire est-ce que vraiment là, c'est la bonne solution pour mon gamin? Oui, en effet, tout est tellement à l'envers, hein. Bien, maintenant, on va passer à la dernière question. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, alors ce que je voudrais ajouter, c'est que en fait, quand on est parent, il faut tenir le cap. Déjà, il faut creuser le sujet parce que on peut pas parler du phénomène transgenre, on peut pas parler de cette idéologie sans avoir vraiment creusé son dossier et comprendre exactement ce qui se passe. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Et je l'ai appris en lisant beaucoup, en m'informant et en n'écoutant pas nécessairement ce que me disaient les gens autour de moi. Et parfois, c'était des amis qui me disaient que si ma fille pensait qu'elle était trans, c'est qu'elle était vraiment, et que si elle était dépressive, il fallait faire attention, parce que la plupart des gamins trans font des tentatives de suicide si les parents ne sont pas à leur côté pour les épauler. Tout de suite, j'interviens parce Ouais. que cette semaine ou la semaine dernière, il y a une étude scientifique qui est sortie qui montre que en fait, c'est faux, c'est un mensonge, hein. Donc, c'est un truc qu'on nous propage, que les parents sont complètement tétanisés à l'idée d'avoir leur enfant qui se suicide. Mais sachez que non seulement c'est de la manipulation, mais en plus c'est faux. Il n'y a pas de taux de suicide plus élevé chez les enfants qui se pensent trans que chez les autres adolescents qui ont différentes difficultés. Voilà. Donc, n'imaginez pas, c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est vrai. Voilà. Je tiens à le dire parce que En fait, c'est vraiment le truc qui fait peur aux parents, quoi. Et c'est l'arme atomique. En fait, je suis tout à fait d'accord. En fait, entendre son enfant dire qu'il a des idées ou qu'elle a des idées suicidaires, c'est grave. Ça, par contre, il faut le prendre au sérieux. Mais il faut pas croire que son enfant a des idées suicidaires et que en pensant qu'il est ou qu'elle est effectivement trans et en la mettant sur la voie du transgenre, on va régler le problème. Les idées suicidaires, elles sont là, ça c'est sûr. Donc il faut les écouter. Mais par contre, il faut essayer de comprendre pourquoi exactement, il faut savoir ce qui se passe. Et pour ça, je pense qu'il faut pas avoir peur d'aller contre le courant et se former son propre avis et rester objectif même si on vous dit qu'en fait, eh ben, ce que tu fais, c'est pas cool, t'écoutes pas ton gamin, tu utilises ton autorité au lieu d'aller dans le sens de ton enfant qui, lui ou elle, sait exactement ce qui se passe chez lui ou chez elle, je pense que non. En fait, être un parent, ça vient avec des responsabilités, ça vient avec une autorité et qu'il faut exprimer cette autorité. Il faut vraiment, pour moi, j'aurais pas été responsable si en fait j'avais suivi les conseils que me donnait mon ami, qui était tout à fait bien intentionné par ailleurs, mais j'aurais pas été responsable si j'étais allée dans cette voie sans me questionner et sans essayer de comprendre vraiment ce qui se passait. Et ça, c'est super difficile. C'est super difficile et on peut se trouver isolé quand on fait un choix pareil. Par contre, avoir un mari
qui est en accord avec soi-même et qui va dans le même sens, ça c'est super utile parce que j'imagine que quand deux parents sont en conflit sur le sujet, ça peut amener à des situations très très difficiles à gérer. Donc en gros, ben, il faut tenir la route, il faut tenir le cap. C'est dur, mais on peut y arriver. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous. Et à bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.